Good morning for those of you that have already joined. We're just going to wait a few Alors, more. bonjour, on va attendre quelques instants pour permettre aux gens de se joindre au webinaire. All right. It is 9:02. Alors, il est 9h02. Je pense qu'on va commencer donc et les gens peuvent se joindre à nous au fur et à mesure. Alors, bonjour, merci de participer à ce webinaire ce matin. Alors, la question qu'on va aborder porte sur le travail que nous faisons pour rétablir nos sites pour protéger l'environnement lors du déclassement. Alors, regardez le site web du LNC, c'est lnc.ca pour avoir plus d'informations. Alors, nous voulons donc vous parler de protéger l'environnement avant, pendant et après le déclassement du WR1. On veut vous donner un aperçu des travaux qui seront effectués pour protéger l'environnement. Je m'appelle Alana Wilcox et je vais animer la session d'aujourd'hui. Je suis accompagné de Brian Wilcox, qui est le directeur du projet de déclassement, Jeff Miller, qui est le gestionnaire du projet WRN, et Chuck Kelson, qui est le spécialiste environnemental pour le projet également. Cette session devrait durer 1 heure, y compris la période de questions-réponses. Les questions peuvent être tapées dans la case de clavardage en bas de l'écran pendant le webinaire et on va répondre à vos questions à la fin de la session. Sinon, vous pouvez envoyer vos questions par courriel à www.questions@lnc.ca et on vous répondra. Donc, je vais mettre l'adresse dans la case clavardage. À vous, Jeff. Merci, Alana. Bonjour. Je m'appelle Jeff Miller et je suis le gestionnaire finalement du projet de déclassement. Alors aujourd'hui, donc c'est le prochain webinaire dans la série de webinaires portant sur le déclassement du WR1. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner un aperçu général sur le site et sur le projet de déclassement avant de céder la parole à Charles Kitson, qui est donc le spécialiste environnemental qui va vous parler de comment on surveille l'environnement. Et ça sera suivi donc d'une période de questions et réponses. Alors, si vous ne connaissez pas notre site, le site se trouve dans le sud-est du Manitoba, près du centre du Canada. C'est à 100 km au nord-est de Winnipeg et sur la rive de la rivière du Winnipeg. Alors, ici, donc, nous avons une photographie aérienne du site dans son état actuel. Alors, c'est un peu comme une université, un campus universitaire, n'est-ce pas? Alors, j'ai du mal ici avec mes diapositives. Je m'en excuse, Chuck. Pouvez-vous peut-être revenir à la photo aérienne, en photo des airs? Alors, très bien. Alors, ça a l'air d'être un campus universitaire avec plusieurs édifices. Alors,
et tout est centré autour finalement de l'édifice du réacteur WR1. On le voit donc encerclé en rouge. Ça ne serait pas un webinaire en bonne et due forme sans les difficultés techniques. Donc, ça représente une petite partie du campus au total. Alors, passons maintenant à la prochaine diapositive, Chuck. Alors, WRA1 était donc l'endroit où on a effectué de la recherche pendant bon nombre d'années et c'était donc un réacteur de 60 mégawatts et l'objectif, c'était de mettre à l'essai des liquides de refroidissement organique. Alors, on voit ici deux photos. À gauche, on voit donc la salle du réacteur principal. Alors, on voit donc, les engins pour charger et décharger le carburant du réacteur et on voit donc le cœur du réacteur lui-même. À droite, on voit une photo finalement du cœur du réacteur en 63 lors de l'installation. Ça vous donne une idée de la taille réelle du réacteur. Prochaine diapositive, Chuck. Alors, WR1 a été construit entre 63 et 65 sur une période de 18 mois. Alors, on a fait l'excavation jusqu'à la roche, au socle rocheux, donc à une profondeur de 5 étages. C'était en fonctionnement pendant 25 ans jusqu'en 85, a été finalement fermé en 85. On a d'être en surveillance, en état de surveillance depuis. On voit dans cette image le cœur du réacteur qui est au niveau 300, qui est à mi-chemin entre la surface et le sol. Alors, ce cœur du réacteur, c'est où se trouve la plupart des produits radioactifs. C'est donc contenu dans le métal et ça, c'est donc dû ou attribuable à l'activation du neutron. Donc, on propose de les classifier WRN sur site. Alors, les structures sur la surface seront démolies et la partie sous les sols sera donc remplie et on posera donc un couvercle. Alors, il y aura plusieurs barrières. Donc, les composantes du réacteur qui sont faites d'acier, donc à un niveau très faible de corrosion. Alors, avant qu'on enlève, qu'on enlève les produits finalement qui se trouvent dans le cœur, il faudrait qu'il y ait oxydisation. Alors, la deuxième barrière est finalement faite d'acier et de béton ou du conque de béton finalement. Et autour de cela, il y a donc les murs intérieurs des murs de béton nouveau. Ensuite, il y a le coulis qui va remplir finalement tous les espaces. Donc, il y a le cœur, il y a ensuite le blindage biologique et ainsi de suite. Et autour de cela, il y a donc les murs extérieurs existants qui sont finalement faites de béton à une largeur de 4 pieds. Alors, on a déjà fait une évaluation de ces murs. Ces murs sont très stables, très forts. Il n'y a pas de détérioration considérable. Alors, sixième barrière, c'est donc le couvercle qui sera posé sur le cœur et ça va finalement éviter l'intrusion des animaux, des êtres humains. Ça va réduire également l'eau qui peut s'infiltrer dans le cœur. Au Manitoba, nous avons donc l'argile, nous avons un sol fait d'argile et donc l'eau circule ou avance très lentement. Alors, nous avons donc des conditions géologiques très favorables. Et ensuite, la dernière barrière, c'est donc le contrôle institutionnel, les panneaux. Alors, ce sont donc
des contrôles additionnels pour éviter l'exposition accidentelle aux contaminants. Prochaine diapositive. Alors, pour mettre en œuvre ce projet, on doit obtenir donc l'approbation de la commission. On est sur le point finalement de soumettre notre énoncé d'impact environnemental. Si c'est accepté, l'échéance pour une décision finale sera à la fin de 2022 ou au début de 2023. Si vous avez des questions sur le projet en général, n'hésitez pas à les poser dans lors des questions et réponses. Alors, Charles Kelson va vous parler maintenant des plans de contrôle environnemental. Merci, Jeff. Comme vous voyez, nous avons un petit peu de problème avec les diapositives. On va essayer de rectifier le tir. Je suis Charles Kelson, je suis expert environnemental sur le site, mais il y a une équipe d'autres gens également qui nous appuient à White Shell. Nous avons donc un programme intégré de surveillance environnementale avec trois composantes, la surveillance d'effluents, d'environnement et des nappes phréatiques également. Alors, pour ce qui est de l'effluent et le contrôle des effluents, notre programme de surveillance et notre plan de surveillance suit finalement les conseils de 28,5 et été exécuté pour nous permettre de nous conformer finalement aux conditions du permis de déclassement. On suit également les plans et procédures pour la protection de l'environnement et on suit également les autres politiques et normes du LNC. Canadian Standards Association, CSA, et on suit également les normes du Canadian Standards Association également, surtout la norme 28,5 pour ce qui est de la surveillance des effluents. On mesure finalement les émissions dans l'air et dans l'eau. Quand on parle d'effluents, on veut dire les effluents liquides. Alors, je vais aborder les effluents liquides en premier lieu. Alors, les deux points de surveillance principaux pour le site Whitesand sont donc au lagoon, qui est donc le bassin finalement qui accueille les eaux usées des toilettes, etc. Et ensuite, on continue à surveiller ce bassin et les émissions du bassin finalement sont surveillées de façon constante. Alors, nous avons également ce qu'on appelle outfall qu'on surveille constamment pendant l'année. Et ça permet donc aux eaux finalement usées, aux eaux de ruissellement finalement de se déverser dans la rivière Winnipeg. Il n'y a rien qui est finalement déversé avant que ce soit testé et qu'on ait obtenu finalement l'approbation avant de le déverser dans la rivière. Alors, nous avons ici finalement donc le bassin à gauche. Nous avons donc ce qu'on appelle outfall, qui est en fait le canal d'évacuation qui se déverse dans la rivière. Winnipeg, nous avons les édifices 100 et 200 qui surveillent les déversements finalement dans la rivière. Alors, ce sont des endroits où on fait des pré-tests, sur les déversements. Alors, le bâtiment 200 était donc le centre de traitement des eaux usées. Historiquement, ça a été déclassé, donc il n'y a plus de déversement depuis ce bâtiment-là. Alors, qu'est-ce que nous surveillons? Alors, pour ce qui est des effluents liquides, on a évalué donc la radioactivité alpha, bêta et gamma
Donc, ça, nous avons des normes très strictes pour ce qui est de ce qui peut être déversé et on fait une décomposition en nucléides. Nous surveillons également la présence de strontium, tritium, de césium, uranium et du plutonium. Ce sont donc des produits qui sont présents sur le site. On évalue également des produits non radiologiques. Ce sont des produits qui seraient évalués normalement. Alors, l'huile, la graisse, les métaux, j'en passe. Finalement, ce sont des produits ou des substances qu'on évalue 24 heures sur 24 avant donc de déverser les eaux dans la rivière. On fait des échantillonnages au quotidien et on en fait une analyse. Alors, quels sont les résultats qui sont obtenus? Alors, du point de vue de la radioactivité, alors, on approuve les déversements jusqu'à une limite. Et ça, c'est donc finalement approuvé par la Commission. On nous impose finalement une limite dérivée ici. On voit les mêmes informations, mais présentées de deux façons. À gauche, on voit les déversements depuis 6 ans et c'est vraiment finalement une représentation des informations à droite. À gauche, on voit donc le pourcentage de la limite dérivée. Donc, sur 6 ans, nous n'avons jamais déversé des substances dépassant 1%. Alors, si on veut y penser dans d'autres termes, si on regarde le tableau à droite, ici, on voit donc la limite de déversement à 100%, c'est donc la ligne pointillée en haut et on voit finalement qu'on est un petit peu au-dessus de zéro. Donc, nous respectons les limites et c'est ça la situation depuis 6 ans finalement. Alors, nous évaluons également donc les émissions dans l'air. Alors maintenant, je vais vous parler de ces émissions dans l'air finalement. Alors, nous avons donc ces diapositives où on voit donc l'emplacement des installations d'évaluation des émissions dans les airs. Alors, autrefois, on faisait finalement la surveillance à partir du bâtiment 200, mais c'est en état de déclassement et donc ce n'est plus possible d'y faire des évaluations. Alors, la méthode utilisée, nous faisons un échantillonnage constamment de l'air par l'entremise des filtres. On examine les filtres on les envoie plutôt au laboratoire et on étudie les résultats. En tant qu'on en fait une analyse. On regarde des paramètres semblables pour les autres paramètres, donc les particules alpha, bêta et rayons gamma. Et nous avons de l'information détaillée sur les radionucléides qui pourraient être libérés dans l'environnement. Et tout comme les émissions liquides, je vous montre donc les limites qui sont permises selon le règlement, donc le seuil que nous ne devons pas dépasser. Et donc ce graphique est très semblable à celui que je vous ai montré. À gauche, vous voyez les émissions exprimées en pourcentage et le graphique à droite montre
la limite à 100% de ce qui est permis au sommet du graphique, mais comme vous voyez dans le cas des émissions liquides, les émissions de gaz, pardon, sont très faibles. Donc, nous sommes à 0,00029% depuis les 6 dernières années. Donc, encore une fois, à toute fin pratique, les émissions sont à zéro, ce qui est bien en deçà des normes réglementaires et des seuils qui nous sont imposés. Nous surveillons également l'émission de particules non nucléaires ou radiologiques, mais surtout pendant les activités de démantèlement. Donc, nous avons des stations de captage, de détection partout sur le site. Et pendant le démantèlement, ces postes de détection sont actifs 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Et nous le faisons pour donner la preuve que nous n'émettons aucune poussière potentiellement dommageable à l'environnement. Et nous calculons aussi les émissions de gaz, comme les gaz à effet de serre, basées sur la consommation des carburants sur place et les estimations des émissions de gaz des lieux d'enfouissement sanitaire, et aussi si nous faisons des brûlés de quelque sorte, s'il y a combustion de quoi que ce soit, nous calculons les émissions de gaz à effet de serre. Nous avons aussi, nous faisons des estimations de l'émission de polluants nationaux, encore une fois, basées sur la consommation de carburant et le fait de se déplacer sur des routes non pavées. Et nous faisons aussi une reddition de compte sur la viabilité des opérations. Donc, nous faisons rapport de notre consommation d'eau, consommation d'air. Alors, il y a peut-être une dizaine de milliers de rapports venant d'une centaine de pays. Parce que nous voulons que les entreprises puissent utiliser ces données pour prendre des décisions qui encouragent la viabilité de leurs opérations à long terme. Donc, nous avons regardé les émissions physiques. Alors, comment surveille-t-on l'impact sur l'environnement? Encore une fois, notre plan de surveillance environnementale est conforme à notre permis et d'exploitation et aussi à l'article 38.4 des normes de la Commission nucléaire. Alors, nous surveillons les paramètres environnementaux suivants. Nous le faisons d'abord sur place et nous le faisons aussi en amont et en aval du site. Et que recueillons-nous? Alors, nous recueillons des échantillons d'eau, de sédiments et aussi de faune aquatique. Nous recueillons aussi de l'eau des fossés de drainage, du sol. Nous prenons des échantillons de la flore, des récoltes maraîchères et aussi si nous faisons des prélèvements sur les animaux qui sont tués sur la route. Et nous mesurons aussi le niveau de radiation ambiant pour voir s'il y a une différence entre le niveau de radiation que nous mesurons sur place, sur le site et autour. Alors, quand je dis en amont et en aval, nous remontons jusqu'à la ville de Kinawa, qui est environ 10 km en amont, et nous allons en aval jusqu'à la centrale de Great Falls, qui est environ 28 km en aval. Et vous voyez ici tous les emplacements où nous prélevons des échantillons d'eau sur cette carte. Nous
surveillons aussi la biodiversité sur le site. Par le passé, nous avons fait la surveillance acoustique pour des chauves-souris et des oiseaux migrateurs et nous avons aussi identifié les nids et nous faisons aussi une vérification de l'habitat des espèces à risque. Il y a certaines espèces qui sont à risque et nous essayons de voir si les habitats sont toujours occupés par ces espèces. Cette année, nous allons faire un relevé des chauves-souris et aussi nous établissons donc des balises de captage acoustique pour identifier les chauves-souris, étudier leur trajectoire de vol et voir si elles quittent la région ou viennent à la région dans la zone du réacteur de recherche. Nous faisons aussi un relevé des tortues le long des chemins, le long des routes, pour voir quelles espèces on trouve et quelles espèces se trouvent sur le site. L'autre projet important, c'est que nous allons faire un relevé des arbres et des oiseaux migrateurs. Et ça, c'est probablement pour que nous puissions aménager des endroits où nous pourrons ramasser de l'argile relativement meuble pour faciliter nos travaux de démantèlement et de mise hors service. Alors, nous regardons aussi ce que nous émettons dans l'air, dans l'environnement et aussi qu'est-ce qui peut se retrouver dans l'eau de ruissellement et l'eau souterraine. Nous ne voulons pas évidemment contaminer l'eau souterraine parce que ça peut être un vecteur de conduite pour des matériaux dangereux à l'extérieur du site ou même dans la rivière de Winnipeg. Donc, encore là, nous suivons les directives qui sont établies dans la réglementation et les normes et confirmant au permis d'exploitation du réacteur. Alors, c'est répétitif, mais nous avons un programme d'assurance qualité pour la surveillance de la qualité de l'eau souterraine et, encore une fois, l'État assujetti aux normes et aux politiques qui sont conformes à la PSA et à notre permis d'exploitation. Alors, que surveillons-nous sur place? Quels sont les indicateurs que nous surveillons? Nous avons donc la zone de gestion des déchets où nous entreposons les déchets. Nous avons aussi les lieux d'enfouissement pour les substances qui ne sont pas radioactives. Nous avons aussi le lagon pour les eaux usées. Et nous avons aussi le campus principal, qui comprend évidemment le réacteur lui-même, le bâtiment du réacteur lui-même. Et nous surveillons donc aussi par la qualité de l'eau souterraine dans des puits un peu partout sur le campus. Alors, nous surveillons pour la présence de radionucléides et aussi de substances non radiologiques. Donc, nous surveillons pour voir s'il y a du tritium dans l'eau souterraine, de l'uranium, par exemple, les particules alpha et bêta. Et nous surveillons aussi la présence de contaminants non radiologiques. Nous déterminons donc le niveau d'eau dans chacun des puits et cela est entré en considération dans notre étude hydrogéologique pour comprendre le cheminement des eaux souterraines. Et cet échantillonnage est fait 2 fois par année. Alors, nous avons plusieurs puits de surveillance actuellement. Nous faisons des prélèvements dans 140 puits 2 fois par année. Chacun de ces puits, c'est un chiffre qui représente le site Whiteshell. Donc, il peut aussi y avoir des puits. Nous avons des puits autour du lieu d'enfouissement qui est en haut à droite et juste au-dessus du site principal. Nous avons le lagon et il y a donc des puits tout autour du lagon pour nous assurer qu'il n'y a pas de pénétration des substances dans le lagon, dans l'eau souterraine. Et nous avons aussi
des puits sur le campus principal des laboratoires Whiteshell. Donc, comme je l'ai dit, 140 puits au total, puits de surveillance, qui font l'objet de prélèvements 2 fois par année, tout dépendant du puits et de son historique. Nous allons analyser de 10 à 20 paramètres de chaque puits, pardon. Donc, cela représente une masse de données impressionnante. Et nous savons ainsi si l'eau se déplace et quelle est la qualité de cette eau souterraine. Maintenant, regardons le campus principal. Voici l'emplacement des puits sur le site même. Donc, le bâtiment central qui abrite le réacteur mis hors service est au centre, en mauve, et au centre du campus. Donc, les puits sont indiqués par des carrés ou des losanges rouges et sont parsemés le long du périmètre. Donc, le réacteur est bien entouré. Et le plan horizontal que vous voyez indique la direction de l'écoulement de l'eau souterraine. Et bien que cet écoulement soit assez lent, il se dirige néanmoins vers la rivière. Donc, nous avons 3 puits qui sont sur le plan plus élevé. Les puits 4, 5, 6, 7 et 8 nous donnent l'état de l'eau après qu'elle soit passée sous le site du réacteur. Et ça nous permet donc de faire une comparaison entre l'eau non contaminée et l'eau qui pourrait éventuellement être contaminée. Donc, nous tenons compte de l'élévation de chacun de ces puits parce que chacun de ces emplacements ont des puits de profondeur différente, ce qui nous donne des mesures de l'eau souterraine à diverses profondeurs jusqu'à la roche-mère. Donc, comme je disais, le réacteur est bien entouré. Et dans le prochain diagramme, comme vous voyez, nous surveillons tout ce qui se passe à la verticale également. Alors, cette colonne représente la profondeur du bâtiment qui abrite le réacteur nucléaire et qui va jusqu'à la roche-mère, jusqu'au roc sous-jacent. Ici, nous avons percé un puits qui va jusque dans le roc, pénètre le roc même, et nous avons donc 5 puits à 10 mètres de profondeur dans le roc. Et si nous regardons maintenant en contrebas, par rapport à la rivière, nous avons le nid 4 et le nid 5, pardon, et le nid 8. Et la ligne en pointillé bleu correspond au plan ou à l'axe d'écoulement de l'eau souterraine qu'on voyait sur le plan de tout à l'heure. Les diapositives sont bloquées. Comme vous voyez, donc, le puits numéro 4 ou la grappe de puits numéro 4 et 8 vont beaucoup plus profondément que le réacteur lui-même. Et donc, comme je vous disais, nous mesurons vraiment tout ce qui se passe autour du réacteur à la verticale et à l'horizontale. Jeff, pourriez-vous avancer les diapositives pour moi? Je vais essayer. Mon écran semble bloqué. Merci. Bon. Alors,
Le programme de protection environnementale du laboratoire est basé sur la norme ISO 14001. Nous avons été agréés par, à la suite par le truchement d'une vérification faite par une partie indépendante. Donc, cela vous donne une idée du processus qui a servi à établir notre processus de surveillance environnementale. Nous sommes tenus évidemment de faire rapport de la situation au terme de la réglementation. Alors, nous établissons des rapports de conformité chaque année en vertu de notre qui porte sur le programme de surveillance et de vérification des effluents et aussi la protection environnementale et la surveillance des eaux souterraines, de l'eau souterraine. Donc, ce processus est annuel ou semi-annuel. Et chaque année, nous produisons un programme de suivi d'évaluation environnementale. Et ça, c'est en plus des autres rapports que nous soumettons, mais ce programme de suivi a pour but de démontrer le suivi que nous avons donné à toutes les recommandations et de toutes les directives que nous avons reçues au moment de la mise hors service du réacteur, pour montrer que nous ne laissons rien au hasard. Et nous allons aussi mis en place, donc il y aura un autre programme de surveillance environnementale indépendant qui sera mis sur pied dans le cadre du suivi environnemental. Et les résultats pour 2017, pardon. Donc, il y a eu un programme de surveillance indépendant qui a été fait par la commission des normes de la commission nucléaire et qui a établi que le site est bien protégé et qu'on n'anticipe absolument aucun impact sur la santé publique résultant de l'exploitation ou de la mise hors service du site du réacteur de White Shell. Alors, la question, alors, qu'arrive-t-il si, en dépit de tous nos efforts de contrôle et de surveillance, nous obtenons des résultats inattendus? D'abord, les résultats sont toujours comparés en rapport avec les normes de qualité de l'air et de l'eau établies par la province et le gouvernement. Alors, qu'arrive-t-il si les résultats sont inattendus? Nous allons évidemment reconfirmer les résultats et nous allons augmenter la fréquence de tous les prélèvements. Nous allons aussi créer d'autres sites de captage de détection, peut-être plus près de l'endroit d'où proviennent les résultats inattendus. Nous pourrions aussi élargir les paramètres environnementaux que nous surveillons. Alors, peut-être que nous allons porter une attention plus importante aux radionucléides à faible demi-vie. Dans le mode de mise en service, si nous trouvons qu'il y a beaucoup de poussière et qu'il y a du vent à cause des opérations de démantèlement, nous arrêtons immédiatement les travaux. Donc, il y a des règles précises qui indiquent dans quelles conditions nous pouvons continuer à produire de la poussière. Donc, nous avons une limite de 30 km/h, des vents de 30 km/h. Mais en plus, si nous produisons énormément de poussière, nous allons utiliser des techniques de suppression de la poussière en arrosant le site, en pulvérisant de l'eau pour essayer d'atténuer la production et la propagation de la poussière. Maintenant, si nous découvrons de la contamination du sol ou de l'eau souterraine,
l'un des processus standards consiste à pomper l'eau et à la traiter. Donc, on peut littéralement aspirer l'eau souterraine, la traiter et soit la rejeter une fois qu'elle est traitée et qu'elle est conforme aux normes environnementales ou la traiter comme de l'eau contaminée. Il est important de comprendre que nos plans de surveillance sont revus sur une base régulière et que les changements qui seront apportés, il est courant d'apporter des changements. Si on trouve qu'un site n'a aucune contamination, et à ce moment-là qu'il serait plus valable de surveiller davantage d'autres endroits, à ce moment-là, nous pouvons cibler davantage nos efforts de surveillance. Mais tout cela a pour but d'assurer que notre plan de surveillance reste courant et assure que le site ne présente aucun risque au fil des années. Alors, je vais maintenant afficher cette diapositive. Alors, pour résumer, pour le programme de contrôle environnemental WR1, alors les évaluations finalement montrent finalement que les contrôles sur sur les émissions de contaminants, alors on voit finalement qu'on protège l'environnement, le grand public et les travailleurs. Nous produisons des rapports annuels qui sont disponibles sur lnc.ca, comme Alana nous a dit quand elle nous a présenté, et offre des détails, des rapports détaillés qui montrent finalement qu'on protège l'environnement. Alors, pendant le processus de protection de l'environnement, nous exerçons finalement des mesures de protection de l'environnement. On surveille donc la nappe phréatique, les eaux de surface et la poussière. À l'avenir, pendant la dégradation finalement de la radioactivité, la surveillance va continuer pendant la période finalement exigée par le CNSC et on propose donc une période de 100 ans. Alors, l'entreprise s'est engagée à offrir des informations sur le rendement environnemental et de produire les rapports. Et ces rapports peuvent se trouver sur www.cnl.ca. Alors, maintenant, on vous cède la parole pour que vous puissiez poser vos questions. Merci beaucoup, Chuck. Alors, un petit rappel, si vous avez une question, il y a un bouton questions-réponses en bas de l'écran. Si vous utilisez l'application Zoom, donc vous pouvez donc poser vos questions de cette manière et on va vous répondre pendant que les gens tapent. Alors, on a une première question. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Ensuite, je vais demander à Chuck de donner un complément d'information. Est-ce qu'on fait finalement un échantillonnage des eaux en aval? Alors, je ne me souviens pas du numéro de la diapositive exactement, mais Chuck nous a montré finalement un diapositive où on montrait finalement plusieurs lieux d'échantillonnage. Il y a plusieurs sites d'échantillonnage qui sont en aval et plusieurs qui sont en aval jusqu'à MacArthur, donc à quelques kilomètres du site. Et les résultats finalement obtenus à même ces échantillons, eh bien, les échantillons finalement nous montrent finalement que la radioactivité baisse plus loin, on se déplace du site. Alors, plus on descend vers la nation Saguin, là, moins seront les niveaux. Mais si la collectivité veut donc qu'on fasse des échantillons plus régulièrement, c'est quelque chose qu'on pourrait envisager. On peut en parler dans le cadre de nos ententes
actuel et on peut parler également de ce qu'on devrait faire à l'avenir. Alors, Jack nous a présenté finalement les processus que nous suivons pour identifier les bons lieux d'échantillonnage. Mais le programme de surveillance de suivi peut être amélioré en fonction de vos propositions. Alors, bien entendu, s'il y a des informations qui vous sont importantes, on va vous écouter. On veut protéger l'environnement, mais on veut également améliorer la compréhension des données. On veut que ces données soient pertinentes pour les gens qui vivent dans les collectivités en aval et qui pourraient être touchés par notre site. J'espère que ça répond à votre question. Si vous avez une question de suivi, n'hésitez pas finalement à taper votre question dans la case clavardage. Je suis d'accord avec Jeff. On contrôle les niveaux de réactivité dans la rivière Winnipeg jusqu'à Great Falls. On fait ça de façon hebdomadaire. Donc, pendant l'année, on fait l'échantillonnage des eaux à plusieurs endroits, y compris finalement la frontière du site. Ensuite, on va à Lac Bonnet et à Great Falls également. Donc, on veut finalement mobiliser les peuples autochtones, plus particulièrement pour nous aider avec améliorer le programme de surveillance à l'avenir. Donc, nous contrôlons finalement la radioactivité dans les eaux pendant toute l'année, une fois par semaine. Et là, bien entendu, je parle de la rivière Winnipeg. Très bien. Je ne vois pas d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas si tout le monde tape leurs questions. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à les insérer dans la case clavardage. Je n'ai plus de questions, donc je vais céder la parole à Lana Wilcox qui va nous faire des remarques de clôture. Si vous avez une question, on peut finalement revenir à votre question. Merci. Alors, ça met un terme à notre session. Je vais parler lentement pour voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Entre-temps, notre prochain webinaire aura lieu le 18 mai et on va vous sonder pour voir comment vous comprenez finalement le site. Donc, surveillez vos courriels et surveillez le site cnl.ca. On espère que la session d'aujourd'hui a été intéressante pour vous. Nous vous encourageons finalement à soumettre vos questions à www.communication@cnl.ca et donc vous allez voir l'adresse dans la case de clavardage. Il y a encore un commentaire dans la case clavardage. Jeff, pourriez-vous peut-être lire ce commentaire? Ensuite, ensuite, je vais continuer. On aimerait bien avoir vos commentaires pour que ces sessions soient plus intéressantes. Le courriel se trouve dans la case clavardage. Vous pouvez également la trouver sur le site web cnl.ca. Alors, Jeff, est-ce que vous avez vu l'observation? Oui. Merci beaucoup du commentaire. Je suis d'accord. Alors, si les choses sont faites et on n'en parle pas, ça mine finalement la confiance. On va faire preuve de transparence intégrale. Et on veut également être transparent pour ce qui est de la protection de l'environnement. C'est pour cela qu'on publie les rapports sur le site web. Et comme Chuck a dit, c'est pour cela qu'on accueille favorablement les programmes de surveillance indépendante pour vérifier le travail qu'on effectue. On pense qu'on s'en sort très bien et on inviterait les experts à confirmer cela. Pour ce Je crois que les processus ont été améliorés pour ce qui est de vous aviser des activités. Alors, si une activité ou un événement, on va vous en aviser. Alors, les collectivités vont avoir
vont avoir leurs propres préférences pour ce qui est des avis qu'elles veulent recevoir. Alors, c'est quelque chose qu'on peut améliorer par l'entremise de la mobilisation auprès des Autochtones. Alors, très bien. Oui, et notre approche a évolué pendant au fil des années et nous faisons preuve d'une plus grande transparence. Maintenant, c'est notre obligation finalement de divulguer les informations et nous voulons divulguer les informations. On veut faire preuve de transparence pour que le grand public et les collectivités autochtones sachent exactement ce qui se passe et on inviterait vous inviterai finalement de venir au site pour nous rendre visite pour en prendre davantage. Alors, il y a une autre question dans la boîte de questions-réponses ou la case questions-réponses. Je savais qu'on allait en avoir. Alors, je vais poser la question à Chuck. Sinon, il va falloir peut-être revenir à la personne qui a posé la question. Vous avez montré finalement que les derniers déversements pendant les 6 dernières années ne dépassaient pas la limite. C'est bien. Est-ce qu'il y a déjà eu une année où il y a eu dépassement de limite depuis finalement la fermeture en 85? Eh bien, je n'ai pas ces informations à portée de la main. Je n'étais pas là en 85. Alors, pour ce qui est de la radioactivité, je sais qu'on n'a jamais dépassé les limites n'a jamais dépassé les limites finalement. Et alors, les statistiques qu'on vous a présentées et portées sur la période depuis 85 et qui était le moment de la fermeture. Et en 1996, on a enlevé les combustibles et du point de vue de la radioactivité, eh bien, non, nous n'avons jamais dépassé les limites dérivées depuis 85. Très bien. Merci, Chuck. Et une question de suivi. Je ne sais pas jusqu'où vont finalement les rapports de surveillance. Il y a plusieurs rapports sur une période historique. Alors, si vous voulez finalement obtenir plus d'informations, vous pouvez nous contacter à cnl.ca et on pourrait vous donner d'autres détails. On pourrait vous obtenir les informations que vous voulez regarder. OK. Très bien. Alors, j'aimerais remercier tous les participants aujourd'hui. Alors, il me fait plaisir de vous voir participer à cette séance. Alors, merci de vous être intéressé à ce projet de déclassement. Merci et bonne journée. Merci. Au revoir.